Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour nous fait vivre Monaco. Loin des clichés et des stéréotypes, c'est avec ses 85 000 abonnés et muni de ses lunettes connectées qu'il explore Monaco. Lancé depuis 2004 sur Instagram et TikTok, ce créateur de contenu nous partage un regard réaliste et humain sur la vie monégasque. Bonjour Romain Picard. Bonjour et très bonne année au passage. Ben oui, c'est vrai. Premier invité 2025. Super. Ben voilà. Voilà. Romain, quand je dis un regard réaliste et humain, est-ce que quand tu réfléchis à la façon dont tu vas faire ça, est-ce que c'est ça la question que tu te poses en premier ? Quelle est la question que tu te poses en premier quand tu te dis « je vais faire un truc » ? Quand j'ai commencé à faire mon contenu, je me suis aperçu que sur les réseaux sociaux, quand on tapait Monaco, on tombait sur des voitures. Et en fait, moi, alors j'adore les voitures, évidemment, oui, j'aime beaucoup ça, mais je me suis dit c'est dommage parce qu'il y a d'autres choses à montrer. Et en fait, je suis parti un petit peu de ce postulat-là, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais montrer qui n'a pas déjà été montré sur les réseaux sociaux ? Il y a ça. Et en plus, j'avais vraiment cette plus-value de j'habite à Monaco. Donc, je vais pouvoir un peu sortir les insights. Je suis à l'intérieur et je vais pouvoir montrer c'est quoi la vie à Monaco. Pas seulement quelqu'un qui va être là en touriste pendant une demi-journée, une journée ou même plusieurs jours. Donc, quelqu'un qui habite véritablement ici et qui voit des choses avec le temps que peut-être d'autres ne voient pas. Parce qu'ils sont juste de passage. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est vraiment cette idée de montrer des choses qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. C'est vrai. Alors, si on regarde un peu, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, bon, ils sont en dehors des 85 000 dont on a parlé. Mais bon, le compte que tu as ouvert sur Instagram, notamment, c'est Vivre Monaco. C'est ça. Et quand on regarde le mur, ce qu'on appelle le mur de Vivre Monaco, et qu'on regarde toutes les vidéos que tu as postées, les contenus que tu as postés depuis son lancement, ça va du prix de la baguette de pain à celui de la tasse de café, en passant évidemment par les voitures que tu as croisées. Voilà, c'est... D'abord, ma première question, c'est de te dire combien de temps tu y passes, parce qu'on a l'impression que toute ta journée est habitée par ça. Oui, ça demande beaucoup de temps, de la phase de chercher les idées jusqu'à la phase de la publication. Ça va passer par écrire ses idées. Ensuite, tu écris tout, tu fais des synopsis ? Parfois, sur certaines vidéos, oui. Lorsqu'il y a beaucoup d'informations et qu'il faut aller très vite, j'écris mes vidéos, j'ai un espèce de petit prompteur et j'y vais. Parce que comme on est sur des formats très courts, 1 minute, 1 minute 15, qu'il faut donner un maximum d'informations, on n'a pas le temps de bégayer, on n'a pas le temps, il faut aller vraiment à l'essentiel. Surtout que sur les réseaux sociaux, l'attention peut vite passer sur un autre contenu, donc il faut capter l'attention très rapidement, être très clair, précis, concis. Donc pour ça demande une écriture en amont pour que ça fonctionne bien. Tu veux dire que c'est de la simplicité organisée, quoi. Exactement, tout à fait. Préparée, en tout cas. Préparée, pour que l'information soit la plus intelligible possible et que la personne qui regarde le contenu ait une info très vite. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On veut l'info très rapidement, puisque on a de plus en plus d'utilisateurs qui vont pas faire forcément leur recherche sur Google, mais qui vont faire leur recherche sur TikTok ou sur Instagram. Les petites adresses à Monaco, combien coûte un café ? Ah bah tiens, je vois que celui-là il coûte pas très cher, bah je vais aller à cette adresse. Voilà, typiquement on a des infos comme ça très rapides qui peut donner des idées et ça fonctionne un peu comme ça aujourd'hui. Donc il y a vraiment tout ce processus de création. Parfois il y a des vidéos qui sont un peu plus spontanées, je dirais, quand parfois je vais me balader dans un quartier et je vais donner vraiment mon ressenti à l'instant T. C'est des vidéos qui sont un peu plus spontanées, peut-être un peu moins travaillées, mais c'est des formats aussi qui plaisent parce qu'on a ce côté effectivement très authentique sur ma façon de présenter les choses. Ça plaît aussi beaucoup. Bon, c'est important quand même de dire, quand tu dis authentique et spontané, c'est que t'as pas de micro, on le voit sur les vidéos, t'as pas de micro en main, t'as pas quelque chose au bout du bras, toi. Non, j'utilise mes lunettes. Ouais, c'est ce que je disais, c'est des lunettes connectées. C'est ça, exactement. On appelle ça les lunettes Meta. Exactement, c'est une collaboration entre Ray-Ban et Meta, donc Facebook, Instagram, qui va me permettre de filmer, puisqu'il y a une caméra qui est intégrée. Ça va me permettre aussi de prendre ma voix, parce qu'il y a des micros qui sont intégrés. Et enfin, on va aussi avoir un retour son
Là, ça peut être juste pour écouter ce que j'ai dit lors de ma précédente vidéo, ou écouter de la musique, ou prendre même des appels, ça peut arriver, c'est pas seulement, pour... Moi, c'est pour ma création de contenu essentiellement, mais ça peut avoir d'autres utilités. Tu veux dire que tu peux discuter avec quelqu'un via tes lunettes? Absolument, et je peux créer une visio, avec mes lunettes. Et tu la vois dans tes lunettes, visio? Pas aujourd'hui. Apparemment, de ce que j'ai vu sur les prochains modèles, ça devrait arriver, mais sur mon modèle actuel, non, pas encore. Mais par contre, la personne va voir ce que moi, je vois. Donc, si par exemple, je manipule quelque chose, je conduis... C'est ta vidéo en direct. Exactement. Et vraiment comme si la personne était à ma place, dans mes yeux, et qu'elle voyait ce que je faisais. On approche des lunettes de James Bond. Un petit peu, c'est souvent ce qu'on me dit. Et ça surprend beaucoup. Et encore ce matin, j'ai croisé un monsieur qui accompagnait sa petite fille à la maternelle. Il m'a reconnu dans l'ascenseur. Ah oui. Je nettoyais un peu mes lunettes. Il me dit « Ah, mais c'est les fameuses lunettes !» Donc ça, les gens sont très curieux. Et à chaque fois, je prends toujours le temps d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Et ils sont « Ah, mais c'est trop bien, c'est super pratique. » Pour l'instant, c'est un peu ta marque de fabrique. À part Monaco humain et réaliste, ce qu'on a dit, les lunettes, c'est un peu ta marque de fabrique. Absolument, parce que moi, ça m'est arrivé un jour, comme tout le monde, j'étais sur TikTok ou sur Instagram, je ne sais plus, je regarde une vidéo de quelqu'un qui marche à New York avec ses lunettes. Elle est vraiment toute simple, la vidéo. Il marche à New York, il a un café dans la main, et il dit je filme avec mes lunettes. J'ai fait, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour ma création de contenu, parce que je trouve que ça rajoute quelque chose, en fait. Là, tu as publié il n'y a pas longtemps, tu as publié un contenu où tu fais le tour de Monaco à vélo. Absolument. Et effectivement, on est sur le vélo. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai pas à tenir mon téléphone, donc déjà c'est beaucoup moins dangereux, forcément. J'ai juste mes lunettes, je les allume, et on a effectivement le point de vue de moi qui conduit le vélo. Parce qu'on voit ton guidon. Exactement. Donc on voit que tu as les mains posées sur le guidon. Est-ce que ça rajoute, ça rajoute une authenticité, forcément, puisque là, il se dit le plan, c'est le plan, il ne peut pas le changer, c'est celui qu'il est en train de voir, donc c'est exactement ce qu'il voit. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une authenticité supplémentaire. Est-ce que cette authenticité, elle est forcément positive? Elle est réaliste. Est-ce qu'elle est forcément positive? Ça dépend de chacun, en fait, parce que moi ce que je vais filmer en général, c'est des choses que j'apprécie, c'est des choses que je trouve jolies, belles ou intéressantes. Donc généralement moi je vais montrer des choses qui me semblent intéressante et positive. C'est pas forcément tout le monde ne va pas penser comme moi, et justement ça fait réagir souvent dans les réseaux sociaux. Quand je vais montrer un quartier que moi je veux dire je le trouve magnifique, je trouve les bâtiments magnifiques, c'est moi en fait, et je peux avoir des commentaires. C'est ton parti pris, c'est bon parti pris, voilà, exactement. Ça fait réagir, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer, ça fait partie du jeu des réseaux sociaux, c'est comme ça. Après ce que je veux dire, c'est que toi, tu es né avec Monaco. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais du contenu avant ou pas? Non, je faisais un tout petit peu de contenu gaming, qui avait absolument rien à voir, mais en réalité, non. J'ai commencé vraiment ce contenu-là à Monaco. C'est peut-être aussi pour ça que cette authenticité, tu la portes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme si tu avais changé de marque de fabrique, ou c'est pas comme si tu avais changé d'univers, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Ça apporte. Alors, d'abord, on a parlé tout à l'heure de comment tu t'es lancé, mais on n'a pas parlé de pourquoi. C'est-à-dire, c'est ton métier? Alors aujourd'hui, je fais ça à plein temps, effectivement. En tout cas, je prends le risque de me lancer parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'apprécie énormément, et je me suis dit, c'est le moment. Essaye, fais-le, on verra bien où ça mène. Mais il faut prendre le risque, il faut sortir de sa zone de confort. On est d'accord, c'est un risque quand même. C'est un risque. Pour ceux qui nous écoutent, qui pensent pas... Enfin, je veux dire, ok, c'est très joli, c'est très bien fait, tu as l'air super ravi de le faire, mais c'est un risque quand Absolument, c'est un risque parce que on n'est pas sur un emploi, je dirais, classique. On est vraiment sur une logique d'entreprise, je lance mon entreprise, je suis aujourd'hui auto-entrepreneur, et ben voilà, ça veut dire peut-être sur quelques mois, quelques années, je sais pas, faire des sacrifices, parce que la rémunération, elle n'est pas encore là, forcément. C'est hiératique, c'est comment ça... Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Je peux faire de très jolis mois, et puis après, le mois suivant, zéro. Voilà, ni plus ni moins. Ça arrive. Le but du jeu, c'est quand même de rester sur quelque chose d'assez linéaire, quand même, pour. Ton objectif, c'est de lisser.
Exactement, c'est de lisser et d'avoir un salaire minimum que j'arrive à dégager moi tous les mois pour pouvoir vivre, hein, tout simplement. Mais ce sont des risques. Bon, les producteurs, enfin les réalisateurs de contenu comme toi, les créateurs de contenu comme toi, vous avez cette image de faire beaucoup d'échanges marchandises, en fait. Est-ce que c'est la réalité ? Oui, dans le sens où c'est ce qui va être le plus rémunérateur. Maintenant, par exemple, tu veux un abonnement pour une salle de sport, voilà. C'est, ou tu veux un vélo, voilà. Voilà. Est-ce que c'est la réalité ou pas ? Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec mes comptes, je vais offrir une visibilité que ces entreprises-là n'ont pas sur les réseaux sociaux. Et j'arrive... avec leur marque native, ils ont du mal. Exactement. À avoir le même impact. C'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, moi, je travaille pas non plus avec n'importe qui. C'est là où aussi, faut peut-être un peu casser l'image de la création de contenu et de l'influenceur, hein, forcément. Et moi, quand je travaille avec une marque, c'est parce que j'apprécie la marque. Et si je ne la connais pas, j'apprends à la connaître. Je vois si elle est en adéquation avec moi, mon éthique. Hein, et à partir de là, on voit. Mais oui, ça fait partie des revenus, des principaux revenus, mais non, par contre, je ne dirais pas oui à n'importe qui. Donc, c'est pas grave si je gagne un peu moins, mais c'est super important aussi par rapport à l'image qu'on va donner. Ouais. Parce que c'est un vrai positionnement, hein. Tu parles de l'image que tu donnes. En fait, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ce qui est important, c'est que ta communauté ne grandit qu'avec la crédibilité de ton image. Donc, exactement. C'est un peu... Quand tu dis il faut faire des sacrifices, j'imagine qu'il faut faire des choix aussi. Aussi, il faut faire des sacrifices et des choix. Si demain, je décide de travailler avec une entreprise, n'importe, je dois assumer ce choix-là. Et il y a des gens, peut-être, dans la communauté, qui vont pas apprécier ce choix-là. Et d'autres qui vont l'apprécier. Ça fait partie, effectivement, du jeu. C'est un risque aussi, ça ? Oui, c'est un risque. Maintenant, encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde. Et on peut pas être d'accord avec tout le monde. Donc, c'est un risque, mais ça fait partie du jeu. Et moi, je l'ai bien intégré, ça, en tout cas. Ouais, ça veut dire aussi, parce que c'est un métier, tu parlais de salaire, etc. Tu as dit que c'est un métier qui n'est pas classique. Ce qui n'est pas classique aussi, c'est que tu as... quelqu'un comme toi, vous avez des relations directes avec votre communauté. Oui. Ça aussi, c'est intense, non ? Oui, c'est intense et c'est extrêmement bizarre au début parce que le simple fait de se faire reconnaître dans la rue, et ce matin, ça m'est arrivé 2 fois en l'espace de 5 minutes, c'est toujours très positif, c'est toujours très bienveillant, mais par contre, ça, il faut l'intégrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sors dans la rue... Tu n'es pas anonyme. Je ne suis pas anonyme, donc... C'est un truc à assimiler quand même, ça un petit changement d'habitude. Ouais. Après, moi, j'adore ça, dans le sens où c'est un peu le résultat, entre guillemets, de mon travail, dans le sens où je vois que ça sert à des gens, je vois que c'est apprécié, donc ça motive derrière. On se dit, ok, ma vidéo est regardée, ma vidéo, on la trouve intéressante, c'est apprécié, c'est des super retours en fait qui sont et donc moi je prends toujours le temps un petit peu de discuter avec ces gens parce que j'existe grâce à eux au final, donc moi je suis ultra reconnaissant à chaque fois voilà, et je m'intéresse à eux, je leur demande aussi depuis quand ils me suivent, quelles vidéos ils aiment, ce genre de choses, des espèces de feedback, parce que moi aussi peut-être pour ajuster le tir ou pour essayer de sonder tout simplement. Ton étude de marché, quoi. Je fais mon étude de marché, hein, je suis statisticien moi à l'origine, donc voilà, on arrive à ce que je voulais aborder, c'est-à-dire que c'est quoi ton métier d'origine, parce que au détour comme ça d'une conversation, peut-être que les gens pensent que, en fait, t'as fait une école de cinéma et c'est pas le cas. Pas du tout. Non, moi je suis vraiment... ça n'a absolument rien à voir. Je suis démographe de formation. Ah ouais, non, c'est pas ça. Ouais. Voilà, j'ai fait des études en... Ceci dit, quand on est démographe, on a l'habitude de s'occuper des tendances. Hein. Exactement, exactement, c'est tout à fait vrai. Donc des études en sociologie puis en démographie. J'ai travaillé pendant 6 ans pour une collectivité territoriale. J'ai fondé mon observatoire, donc vraiment c'était des journées à manipuler des chiffres et à faire de l'aide à la décision, notamment auprès d'élus, de maires, de préfets aussi ou de sous-préfets. C'était vraiment un métier qui n'avait aujourd'hui absolument rien à voir avec ce que je fais, hein, disons-le. Mais par contre... T'as changé de vie complètement. Complètement.
J'habitais à Paris et je suis maintenant dans la région depuis un peu plus d'un an et demi, maintenant presque 2 ans en réalité. C'était l'occasion. Je me suis dit, allez, on va faire tout autre chose de différent que je faisais à Paris. Pourquoi pas essayer ça aussi? On change de région, on change de vie, on essaye, on sort des sentiers battus. C'est indiscret, mais je suppose que ça va intéresser beaucoup de monde. Tu as suivi quelqu'un ou tu as décidé de venir toi tout seul? J'ai suivi quelqu'un avec qui aujourd'hui je ne suis plus, mais oui, j'ai décidé de suivre quelqu'un que j'avais rencontré à Paris. Elle était monégasque et elle voulait rentrer au pays. Ce que j'entends tout à fait après 10 ans de vie parisienne, c'est tout à fait légitime. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas changer de vie? Pourquoi pas partir sur une nouvelle aventure et voilà, sortir un peu du train-train parisien dont j'avais l'habitude. Je me suis dit que c'était vraiment une nouvelle aventure. Ouais. Quand on décide de changer de vie et de se lancer comme ça, tu parlais tout à l'heure de risque, qu'est-ce qui motive, Romain? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit un jour, alors, de ce que j'entends, ton métier de démographe, il te plaisait quand même? Oui, énormément. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se dit à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi? La passion. C'est-à-dire que déjà quand j'étais gamin, j'étais attiré par cette création de contenu, de montrer des choses, n'importe quoi aux gens. Vraiment, je prenais la caméra de mes parents et j'allais filmer un petit peu n'importe quoi. J'adorais ça sort pas totalement de nulle part. Non, pas totalement. C'est vraiment un truc qui m'a passionné, qui m'a toujours un petit peu passionné, de raconter des histoires, de montrer des choses. Ouais. Et voilà, je pense que ça vient de là. Après, moi j'ai pris d'autres chemins, j'ai fait mes études qui avaient absolument rien à voir avec ça. J'adore le cinéma cependant à côté, donc j'ai aussi quand même cet attrait. T'as un œil, Ouais, exactement. Et du coup, ça vient d'une passion et je me suis dit pourquoi pas de faire cette passion un métier. Alors c'est là que ça devient très risqué parce que de faire de sa passion un métier, c'est très très compliqué. Tu comprends quand même que tout le monde en rêve dans la vie. Ce pas que tu as franchi, il est difficile à franchir. Ouais. C'est quoi qui t'a soutenu dans ce franchissement-là? Parce que c'est une vraie dynamique. Ouais, bien sûr. C'est alors la passion. La passion évidemment, mais c'est ce truc de comment dire, je sais pas. J'étais motivé de faire ce que j'avais envie de faire depuis toujours. Et ça s'est fait à tâtons, ça s'est pas fait tout de suite. Au début, j'étais un peu... Oui, t'es pas devenu à 85 000 en 2 jours. Hein. C'est ça. Ça aussi, peut-être c'est important de le dire. C'est pas du jour au lendemain, bien loin de là, même si pour moi, ça s'est fait extrêmement rapidement par rapport à la moyenne. Je suis vraiment au-dessus de la moyenne pour le coup. Mais au-delà de ça, non, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais... je sais pas, j'ai pas trop réfléchi sur le moment. J'ai pris ma caméra, j'ai pris mon téléphone, je suis sorti, j'ai commencé à tout prendre en photo. Je voulais montrer, en fait. J'avais cette envie folle de montrer. Et puis, progressivement, j'ai peaufiné mes idées. J'ai regardé sur les réseaux sociaux comment ça fonctionnait aussi, parce que c'est très codifié, finalement. On peut poster n'importe quoi. C'est pas du tout une page blanche, oui. Voilà, c'est ça. Mais par contre, si on veut poster et que ça fasse des vues, là, il va falloir commencer à étudier un peu plus son sujet, avoir une stratégie, avoir une ligne éditoriale, quelque chose qui fait que, ok, c'est Vivre Monaco et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il a fallu, moi, que je travaille les réseaux sociaux, que je comprenne comment ça fonctionne, parce que je n'étais pas spécialement sur les réseaux sociaux, que je note toutes mes idées, et puis, à tâtons. On y va comme ça, on poste plusieurs fois par jour. Pendant un mois, voire même 2 mois, je postais 1 à 3 fois par jour. L'idée, c'était de voir les concepts qui fonctionnaient le mieux et de faire le tri, finalement, avec des concepts qui marchaient moins bien, des concepts qui marchaient mieux. On voit et on y va à tâtons. Et en fait, moi, j'ai pris goût progressivement et j'ai vu qu'il y avait un retour, j'ai vu que les gens appréciaient, on voit que le nombre de followers s'augmente, on se dit ok, là on est sur la bonne direction, ça plaît ce que je fais en réalité, donc on continue. C'est les démographes qui sommeillent en toi là. Ah oui, c'est exactement ça, c'est les tendances, donc tendances. Et on regarde l'analyse de la data. Exactement, on regarde toutes les statistiques, l'engagement, le nombre de vues, on voit comment ça évolue, on se dit ok, là il y a un truc à faire, donc on y va, et voilà, c'est parti de là en fait. Est-ce que la confiance... Parce que, je te dis d'où vient ma question, c'est que il n'y a pas très longtemps, Éric Larchevêque était là, et je lui dis, dites-moi Éric, comment on devient magnat de la tech voilà. Et il m'a dit, en fait, l'idée, elle importe beaucoup moins que l'action. C'est-à-dire, c'est ce que tu viens de dire, en fait. Tout à fait. Tu dis, je suis sortie dans la rue avec mon appareil photo et mon téléphone et j'ai commencé à faire. Et il me dit, c'est ce que me répond Éric Larchevêque.
qui s'il nous écoute, voilà, il me dit l'important, c'est la mise en action, c'est comment on va s'y prendre. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, c'est dur quand même en tout cas pour moi, au début, c'était dur de sortir dans la rue, parler tout seul. Avec mes lunettes ou avec mon téléphone. Ça devait passer super strange pour tout le monde, quoi. Oui, aussi. Et du coup, waouh. Et là, je me dis, est-ce que je suis vraiment capable de ça ? Allez, on arrête de réfléchir. On y va maintenant. On s'en fout du regard des autres. T'as envie de le faire, tu le fais. Et on se lance comme ça. En fait, c'est l'action, c'est sortir de sa zone de confort et c'est de le faire. C'est ce qui va me distinguer. Je pense que 9 personnes sur 10 vont penser comme moi de prime abord, vont se dire non, j'ose pas, non, le regard des autres. Et il faut être ce 1 sur 10, non, allez, j'y vais en fait, c'est bon. Et c'est ça qui fait la différence, c'est vraiment pour moi sortir de sa zone de confort. D'instinct, je veux dire, oh non, je le fais pas, oh non, on va se trouver des excuses. Non, on arrête de réfléchir, on arrête de se trouver des excuses, on y va maintenant. T'as envie de le faire, fais-le, voilà. Alors, c'est bien d'avoir envie de le faire. Est-ce qu'il y a eu un moment... alors, je ne sais pas comment a réagi ton entourage, par exemple. C'est une question que j'aimerais bien te poser. Parce que... Alors, tu parlais de tes parents tout à l'heure. Tu leur dis, alors, j'ai un boulot de démographe à Paris. Je suis très, très bien en place. J'aime ce que je fais. Je conseille des gens influents. J'aide à la décision. Et bien, vous savez quoi ? Je vais faire des vidéos à Monaco. Oui. Et alors, comment ils ont pris ça ? Alors, mes parents, aujourd'hui... ont créé des comptes Instagram et TikTok pour me suivre et me soutenir. Ils mettent des commentaires quasiment tous les jours. C'est vrai. Ils me soutiennent énormément. Ils sont formidables alors. Moi, j'adore mes parents parce qu'ils ont toujours eu ce truc avec moi de fais ce qu'il te plaît, fais ce qui te rend heureux. Ça demande beaucoup de patience. Ils sont flippés aujourd'hui. Ils ont peur. Forcément qu'ils ont peur. Flippés, j'adore. Ils ont peur. Ils regardent les stats ou pas ? Ouais, ils suivent avec moi. Ils me demandent souvent comment ça se passe. Ils regardent effectivement les stats. Ils vont me dire oh, elle a super bien marché ta dernière vidéo. Elle a fait 100 000 vues. Mais je dis mais papa, elle est plus à 100 000, elle est à 500 000. Oh, bon, waouh, c'est incroyable. Ils sont très investis et très curieux. Ça les intrigue et ils se rendent aussi bien compte que je vis quelque chose d'assez exceptionnel. Bah oui. J'ai fait une vidéo récemment sur le bilan de mon année 2024. Quand on met les choses bout à bout comme ça, on fait waouh. Enfin, même moi, hein, c'était une vidéo qui était très personnelle d'ailleurs et je tenais vraiment à le faire. C'est ok, on fait le point de ce qui s'est passé en 2024. Quand bien même on ne sait pas comment ça va évoluer, quand bien même moi j'arrête de faire ça parce que ça marche plus ou voilà, j'aurais vécu quelque chose d'incroyable. C'est ça un peu, Romain. Le truc, c'est j'étais partie pour te parler de générationnel, mais on y reviendra. Mais c'est ça aussi. C'est est-ce que ce concept que tu as imaginé et que tu utilises aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il peut continuer d'évoluer ou pas ? Moi, je pense qu'il peut continuer d'évoluer, effectivement. Après, il faut savoir aussi se renouveler. C'est quelque chose de très important et ça fait partie du processus de création. C'est pour ça que parfois... on va être en panne d'idées, on va être en panne d'inspiration, ça arrive tout à fait et je pense que ça fait partie de n'importe quel processus de création où parfois il faut faire une pause, il faut aller marcher, il faut respirer un coup avant de retrouver un petit peu l'inspiration. Je suis quelqu'un de très créatif et en 2024 j'ai fait pas moins de 250-260 vidéos, c'est presque 260, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est presque une par jour. C'est ça, et sachant que moi j'ai commencé fin février, voire même en mars, j'ai commencé d'abord TikTok et ensuite Instagram un petit peu plus tard. Donc c'est quasiment en une bonne moyenne d'une vidéo par jour. Il faut être extrêmement créatif et parfois on a des pannes, ça arrive. Faut marcher, il faut faire autre chose. C'est drôle ce que tu dis parce que quand je t'écoute, je me dis, je me souviens d'Antoine Decaune. Alors peut-être pour toi c'est un peu loin, hein. Au début de Nulle part ailleurs, il y avait cette espèce d'effervescence continue, c'était des chroniques, des sketchs, les guignols, etc. Et un jour, je me souviens d'une interview où il dit très sérieusement, il dit vous imaginez pas la difficulté que c'est de faire ça tous les jours. C'est un peu ça. Alors que quand on vous voit, ça semble simple, tu vois. Et il disait vous n'imaginez pas à quel point se renouveler c'est compliqué, et en particulier quand on a fait un truc qui a beaucoup marché, d'embrayer en fait. Et ça, est-ce que c'est une préoccupation pour toi ? Oui, forcément, parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé, et c'est un peu ce qui m'arrive encore aujourd'hui. Je suis au top, reconnu.
on rentre parfois à la maison et on se dit ok, il va falloir que je trouve des choses qui sont au moins aussi bien. Et ça crée une pression forcément, parce qu'on se dit on va commencer à noter des idées et on va commencer à réfléchir en se disant oh mais c'est pas si bien, c'est moins bien que ce que je faisais auparavant. Et moi j'essaye de me faire violence à ces moments-là. Non, fais-le. Ok, moi ça m'est. Fais-le quand même. Fais-le quand même, exactement, parce que ce que moi je peux trouver nul, les gens ne le trouveront pas nécessairement nul, voire même le trouveront intéressant. J'ai vraiment un exemple en tête aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai fait en très peu de temps, filmée avec mes lunettes, très spontanée. Voilà, le genre de vidéo où je me suis dit ça va pas marcher, mais déjà ça me fait plaisir de la faire parce que c'est un quartier que j'adore, donc tout ce qui est rue Platy, jardin exotique, j'adore ce quartier, je trouve ça vraiment très beau. Et je me suis dit, moi déjà ça me fait super plaisir. Pour ceux qui sont pas à Monaco, rue Platy c'est une rue très très ancienne. C'est-à-dire que ça fait partie des zones de Monaco qui sont pas du tout revampées comme le reste comme beaucoup d'autres quartiers. Ouais. C'est un truc très authentique où je pense qu'il y a 50 ans ça avait la même tête qu'aujourd'hui. Ouais. J'adore ce quartier et ça me tenait à cœur de le montrer parce que c'est aussi là que j'ai habité. Ouais. J'ai habité rue Platy. J'ai découvert Monaco par le quartier de la Condamine et par mon quartier du jardin exotique, donc rue Platy. Ça me tenait vraiment à cœur de montrer ça et je me suis dit, ça marche pas, tant pis. C'est quelque chose vidéo est dingue d'ailleurs. Hein. Elle est cool. C'est moi qui connais très bien le quartier parce que moi j'ai grandi aussi. Je me suis dit, il a vraiment montré des aspects du quartier si on lève pas les yeux, on le voit pas. C'est ça, ouais. Et du coup, cette vidéo, je me suis dit, elle va pas marcher, mais je m'en fous, elle me fait plaisir. C'est une des vidéos qui a le plus fonctionné de ma page Instagram. Aujourd'hui, on est à 2,2 millions de vues. Ouais. J'ai jamais fait ça. Et ça continue tous les jours. Oui, mais parce qu'elle est... c'est aussi... Alors, c'était un peu de ça dont je voulais parler. C'est quand on parlait de se renouveler, l'effet de surprise, c'est pas toujours facile non plus. Ouais. Parce que autant le marché de Noël et la place du Casino, bon, autant alors le prix du café Platy, c'était peut-être pas non plus écrit, quoi, comme tu es en train de le dire. Est-ce que dans un territoire aussi contraint, parce que quand on est sur 2 km², est-ce que l'effet de surprise il peut continuer d'exister ? Si on est suffisamment créatif, oui. Après, Monaco, c'est quand même extrêmement vivant, bien que ce soit un tout petit territoire. C'est pas la taille qui compte. Exactement, c'est pas la taille qui compte, d'autant plus qu'il y a encore des ouvertures, il y a encore des choses qui se créent à Monaco. C'est extrêmement, extrêmement dynamique. Cette semaine, j'étais extrêmement occupé, notamment parce qu'il y avait des ouvertures encore de concepts, de restaurants. Donc non, en fait, on a une partie où de toute façon il va y avoir des nouveautés qui viennent d'elles-mêmes parce qu'on a des ouvertures, des nouveaux concepts, etc., des événements. Et puis après, il faut s'occuper de la partie création où, ok, là, mon calendrier, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien. Il va falloir que je trouve quelque chose à dire sur Monaco et montrer quelque chose que potentiellement on ne connaît pas. Ça veut dire que, quand je t'écoute, ça veut dire que le pli est pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelque chose s'ouvre ou se crée à Monaco, on pense à toi. Oui, ça me touche énormément, mais c'est vrai que de plus en plus, cette semaine, en toute transparence, je fais 2 ouvertures de concepts. J'en ai fait une il y a 2 jours et j'en fais une demain. On m'écrit. On me dit, voilà, on veut que tu sois là pour l'inauguration de notre nouveau concept. Et je reçois au moins une fois par semaine des mails de ce style. Parfois c'est plus, suivant les périodes, bien sûr. Avant Noël, c'était... L'effervescence totale. Incroyable. J'ai eu une dernière semaine de décembre juste avant Noël, mais c'était complètement fou à finir avec l'AS Monaco, à saluer les joueurs. Oui, j'étais vu dans les vestiaires, enfin devant la porte des vestiaires, juste quand ils sortent des vestiaires pour leur dire bonjour. C'était quand même incroyable. Mais ça. C'est incroyable. Et moi, je n'osais pas au début, évidemment. Et c'était la personne qui m'accompagnait et qui me montrait tout ça, qui m'a dit si, vas-y, serre-leur la main et tout. Je me sentais pas légitime de le faire du tout. Et puis. Tu as fait ça avec les lunettes. Exactement. Et alors eux, ils ont adoré le concept des lunettes parce que c'est ce que j'essaie de leur expliquer aussi. Ça crée une proximité avec les joueurs. Et le rendu, je l'adore en fait parce que c'est exactement ça. Vrai, voilà, on a cette impression d'être à ma place en train de saluer les joueurs. Les joueurs qui. Puis le gars, il te regarde. Exactement. Donc ce que tu montres aux gens, c'est le regard de celui qui est face à toi. Et c'est exactement ça. Et en plus, il n'y a pas entre nous le téléphone qui aurait pu peut-être être un peu freiné, qui aurait pu freiner en fait le côté spontané et naturel du joueur. Donc, ils ont vu ça, ils se sont dit, ok, là, il y a un gros potentiel en termes de communication, de donner l'impression... Moi, c'est pour ça aussi que j'accepte ce genre d'invitation, c'est que
j'ai la chance, l'opportunité d'être invité à ce genre d'événement, je mets mes lunettes et je vous donne l'impression que vous êtes à ma place et que vous avez exactement la même chance que moi d'être sur le terrain, de saluer les joueurs. C'est un peu l'idée en fait, c'est un peu le concept. Donc, et le rendu, moi je l'adore, c'est trop bien, vraiment. Donc, tu te rends compte quand même qu'avec un instrument, les potentielles déclinaisons sont complètement différentes. Ouais. Parce que tu l'as dit, hein, le téléphone aurait mis une distance, et du coup, ça peut te permettre d'imaginer des choses que peut-être avec le téléphone, tu n'aurais pas imaginé. Exactement. Enfin, typiquement, faire le tour de Monaco à vélo, avec le téléphone, ça aurait été compliqué. Voilà. Mais tu fais partie de la catégorie des gens qui ont inventé. En quelque sorte. En tout cas, c'est vrai que c'est une nouvelle façon de concevoir la création de contenu. Vraiment, quand j'ai vu ces lunettes, j'ai fait, c'est ça qu'il me faut. Tu es en partenariat avec Ray-Ban ? Pas encore, malheureusement. Alors, s'ils nous écoutent, bonjour. Mais, c'est ça. Écoutez les gars. Voilà. Mais non, pas encore. Mais on a déjà eu quelques échanges. Ils ont déjà vu mes vidéos. Voilà. Je sais qu'ils savent que tu le fais. Oui, ils ont déjà vu mes vidéos. Donc maintenant, à voir jusqu'où ça peut aller. Mais parce que maintenant, sur les comptoirs Ray-Ban, dans les multistores ou dans les magasins Ray-Ban, il y a les lunettes Meta. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu les prix, c'est pas non plus dingue. Oui, c'est ça qui est quand on pense aux fonctionnalités. Exactement. Ouais, c'est pas si cher par rapport à ce que ça va proposer. Si on n'est pas un créateur de contenu, ça peut avoir ses limites. Oui. Encore que ça peut être intéressant pour certaines personnes qui aiment par exemple beaucoup voyager ou qui aiment prendre des moments très spontanés. Là aussi, on imagine, ça peut être n'importe quoi, ça peut être avec sa famille. C'est stocké dans les lunettes, les images ? Oui, puis j'ai une application ensuite sur téléphone qui me permet de transférer sur téléphone et de travailler mes fichiers MP4 tout à fait classiques. Et ça prend beaucoup de place ? Non, pas spécialement, parce que le format, c'est pas non plus la plus grosse des qualités, donc c'est des vidéos maximum qui font... C'est pas en 1080, ouais, c'est vrai. Ah, je suis en 1080p, si, mais je suis pas en 4K, justement. D'accord. Par contre, c'est des vidéos qui font maximum 3 minutes. Alors, je peux faire 3 minutes fois le nombre de mémoires que j'ai, bien évidemment, mais c'est des vidéos qui vont jamais être trop lourdes. Donc, il y a un stockage interne. Ensuite, moi, je peux transférer sur mon téléphone. Une fois que c'est transféré sur mon téléphone, je peux supprimer sur mes lunettes et je libère de la mémoire et je recommence. Donc, non, c'est vraiment pour le prix et pour un créateur de contenu. Pour moi, c'est tout bénef. Vraiment, on a trois outils en un. Si on devait compter en plus la stabilisation lorsque je marche, le micro, la caméra et puis évidemment les écouteurs. Alors c'est ça, la question, c'est que quand tu marches, on n'a pas l'impression que ça bouge. Donc il y a un outil de stabilisation, un peu comme dans une Osmo, quoi. Exactement, tout à fait. C'est un stabilisateur. L'image est stabilisée, oui, parce que sinon ce serait impossible. Et j'ai l'impression que plus je fais de mouvements, plus c'est stabilisé. Alors ça m'étonne. J'ai déjà couru avec. C'est extrêmement stable. J'avais peur. Parce que ceux qui courent avec le téléphone, c'est insupportable. Bah oui. C'est insupportable parce que on peut pas, c'est pas regardable en fait. Non. Et là justement, alors je le dis, hein, mais je me suis remis à courir parce que j'aimerais bien faire une vidéo combien de temps pour traverser un pays en courant. Oui, le nôtre, par exemple. Exactement, au hasard. Donc je me suis remis à courir pour essayer de pas être trop ridicule quand je fais le fais et je peux te dire que aller-retour, ça peut faire entre aller, ça doit pouvoir faire 40 minutes, quoi. Ok. Si tu cours normalement, évidemment que si tu es un professionnel, c'est moins. Okay. Mais pour un amateur, c'est pas facile. Je serais curieux du coup de comparer quand je le ferai. Ouais, parce que en fait, c'est pas une ligne droite. Hein. Non. Et voilà. Et en plus, il y a Maréterra maintenant, donc il y a moyen de faire un petit détour. Donc ça peut être un petit peu plus long. Je pense que c'est par contre super agréable. C'est pour ça que j'ai envie de le faire aussi. C'est un des plus beaux décors de footing du monde. Hein. C'est trop bien. Non, vraiment, j'adore ça. Alors justement, tu te remets à courir. Est-ce que ça c'était une autre question, parce que tu dis les gens me reconnaissent dans la rue, etc. Est-ce que tu penses que tu as une responsabilité aussi dans l'image que tu projettes ? Oui, absolument. Alors déjà, effectivement, sur moi, je suis jamais allé autant au coiffeur de toute ma vie. Voilà, je vais être tout à fait honnête. Et le barbier aussi alors. Et le barbier, donc là en ce moment il va falloir. Là la semaine prochaine, moi je prends rendez-vous, mais parce qu'il y avait les fêtes et tout, mais c'est bien quasiment tous les mois que je vais au coiffeur, chez le coiffeur et au barbier. Avant, moi c'était tous les 3-4 mois. Très sincèrement, parce que je m'en foutais un peu. Aujourd'hui,
Non, tu peux plus, hein. Voilà, on fait super attention parce que, comme je le disais, on peut être reconnu dans la rue, on peut. Donc oui, c'est des nouvelles habitudes presque qui viennent. Alors moi, je faisais déjà un petit peu de sport, donc ça va. Je l'ai déjà Parce bien. que t'es quand même athlétique à la base, hein. Oui, je fais du sport à la base, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là et je continue. Ça fait partie du truc, mais en tout cas, ouais, ne serait-ce que effectivement la barbe, les cheveux, tout ça. Je fais beaucoup plus attention. Je mets des petites crèmes aussi. Je suis vraiment. Il va y avoir une marque de crème. Pourquoi Voilà, bonjour. Non, mais je comprends l'image publique. Tu disais tout à l'heure, je me fais arrêter dans la rue, c'est toujours bienveillant, etc. Est-ce que quand même l'image publique, c'est quelque chose qui à un moment donné t'a surpris? Parce que tu dis, je suis plus jamais anonyme. Est-ce que ça change quelque chose dans son quotidien? Oui, ça change quelque chose. Parce que y a des gens qui viennent nous voir. Il y a des gens qui n'osent pas venir nous voir. Moi, par exemple, je ferais partie de ces gens qui n'oseraient pas venir voir quelqu'un s'ils le rencontraient, typiquement. Et donc, on sent les regards. Ça arrive. Alors moi, au début, j'étais extrêmement étonné. Pourquoi on me regarde comme ça? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait, mais t'as fait des contenus, quand même. Et voilà, c'est ça. Mais j'avais pas encore... C'était au tout début. Je me suis dit, jamais de la vie, on va me reconnaître dans la rue. Et progressivement, enfin... Si. Voilà, alors moi, je fais pas trop attention de façon générale, mais il suffit que je fasse un peu attention. Ou alors, c'est encore mieux, des gens qui sont avec moi et qui font attention à ma place et qui me disent, ils te regardaient vraiment avec beaucoup d'insistance, ou elle te regardait avec beaucoup d'insistance quand même. Je dis oui, probablement que voilà, c'est qui je suis. Ou alors voilà, des gens qui vont être entre eux, qui vont chuchoter c'est vivre Monaco. Voilà, où je les entends et voilà. Est-ce qu'ils ont essayé de te filmer à ton insu, des choses comme ça? Ça m'est jamais arrivé. Pas que je sache, en tout cas, mais j'ai jamais vu l'acte en tant que tel se faire. Parce que quand je te disais, est-ce que ça change des choses dans son quotidien, est-ce que dans son comportement public, il y a des choses qui changent? On l'intègre. Je suis comme j'étais, voilà, mais on l'intègre. On se dit qu'il faut faire un peu attention, quand même, globalement. Il y a déjà, alors, Charlotte Casiraghi qui était là, me parlait de la difficulté de protéger sa vie personnelle, sa vie privée. Par définition, ce mot privé, en public, c'est compliqué. Oui. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, c'est possible, mais il faut mettre les limites très vite et très tôt. Après, je pense qu'à un certain niveau, on peut être rattrapé. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, je tiens énormément à séparer vie publique et vie personnelle. C'est-à-dire que moi-même, j'aime bien couper, en fait, au bout d'un moment, mon activité. On arrive, il est 21h, 22h, allez, je mets le téléphone de côté, voilà, on arrête tout, et ça s'arrête. C'est vrai que si on commence à prendre l'habitude comme ça, dès le début, de montrer absolument tous les aspects de notre vie, on prend un café, on raconte notre vie à n'importe quoi, on montre tout le temps, on va mettre cette habitude et du coup, oui, les gens vont vouloir toujours plus de... Ça va presque se transformer en télé-réalité, un petit peu dans l'idée, parce qu'on va voir tous mes aspects, tous les aspects de ma vie. C'est important ça, Romain. C'est pas de la télé-réalité que tu fais, en fait. Hein. Non, absolument pas du tout. C'est authentique et réaliste, mais c'est pas ça. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et je tiens vraiment à ce truc, encore une fois, vie publique, vie privée. Je veux séparer les deux. D'ailleurs, tu postes absolument rien sur ta vie personnelle. On connaît pas tes amis, on connaît pas ton entourage. C'est vrai. Tu le fais pas. Exactement, je le fais pas. Je pourrais le faire, mais je ne le fais pas parce que voilà, je veux vraiment séparer ce truc-là. Maintenant, on m'a déjà croisé à Monaco avec des amis et voilà, c'est intégré. Et alors les gens osent beaucoup moins venir nous voir quand on est... Quand tu es entouré ? Ouais, quand je suis entouré, on ose beaucoup moins. Et souvent, je vais recevoir des messages après où on va me dire « Oh, je t'ai vu, mais j'ai pas osé parce que t'étais avec des gens, je voulais pas déranger. » Ça ose beaucoup moins, généralement. Mais du reste, voilà, je continue de sortir, je continue de voir mes amis, je continue de me montrer en public avec eux. Il y a absolument... j'ai pas de gêne vis-à-vis de ça. Oui, il y a une différence. Hein. C'est pas du secret. Non. C'est de la distance. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est une limite. Voilà. Mais on m'a déjà posé la question. On m'a déjà dit pourquoi tu ferais pas du contenu sur ta vie de tous les jours, ça intéresse des gens, mais non, moi j'ai envie de vraiment mettre cette limite. Je suis dans la rue, je filme, c'est très bien et je suis disponible, hein. Si des gens viennent me voir, évidemment on discute, etc. Mais par contre, vie privée, c'est vie privée et pour l'instant, en tout cas tant que moi je peux laisser ça un peu de côté et de pas de le rendre public. Et oui, parce qu'il y a certainement un moment quand on vit cette vie que tu es en train de vivre où on se demande ce qu'on peut garder pour soi.
Ouais, c'est vrai. Je pense qu'à un moment, ça devient extrêmement compliqué. Et ça, moi, j'en suis pas encore là, hein, mais oui, il faut quand même l'avoir en tête. Il faut quand même l'avoir en tête. Et je pense que la première fois où ça risque de m'arriver, si ça devait m'arriver, je pense que ça va me surprendre. On n'est jamais préparé. C'est comme la première fois lorsqu'on se fait reconnaître dans la rue, on n'est pas préparé. On peut se dire comme ça un peu, oui, ça peut arriver, qu'est-ce que je dirais à ce moment-là ? Non, on n'est pas préparé. Vraiment, la première fois que ça m'est arrivé, c'était un ado qui m'avait reconnu à Top Mark. J'ai bégayé, je ne savais pas quoi dire. Il me reconnaît, il était super content de me voir en plus, ouais. Donc waouh, c'est impressionnant en fait. Donc, et je me dis, voilà, si un jour on sort quelque chose de ma vie privée que moi-même je n'ai pas communiqué, oui, ça risque de me faire bizarre. Et ça, par contre, il faut être prêt, forcément. C'est quand même, tu dis, quelque chose sur ma vie que je n'ai pas prévu de communiquer. C'était le cœur de la discussion avec Charlotte Casiraghi, qui disait ça peut être violent. Est-ce que violent parce que ça touche pas que soi, hein, ça touche aussi des gens qui nous entourent et qui peuvent être impactés. C'est ça. Est-ce que toi, quand tu dis on s'y prépare, est-ce que tu prépares ton entourage aussi à ça ? Je l'ai pas encore fait. Ouais, je l'ai pas encore fait, mais alors par contre, mes parents sont passés quelques jours, plusieurs fois à Monaco. Ils ont compris. Ils ont compris, oui. Ouais, ils ont compris. Ils l'ont intégré. Pour le coup, la première fois, c'était un peu bizarre pour eux, ce que je disais tout à l'heure, des gens qui me regardent avec beaucoup d'insistance, qui me voient. Mais ils étaient, mais qui es-tu ? Ouais, ils tournent la tête. Ouais, voilà. Et mes parents, hein, vraiment. Qui es-tu ici, Romain ? Pourquoi ? Ouais. Waouh, c'est bizarre. Et voilà, ils l'ont intégré. Et aujourd'hui, oui, ça, je pense qu'ils l'ont bien en tête, effectivement. Ouais. On parlait tout à l'heure de la vidéo. Tu parlais tout à l'heure de la vidéo de Rétro 2024. Si tu devais résumer ça là maintenant, tu me dirais quoi à part succès, plaisir, performance, etc. Mais qu'est-ce que tu en retires, toi ? Expérience, c'est une vraie expérience. Alors moi déjà, je suis sorti de ma zone de confort véritablement, et ça m'a beaucoup apporté. C'était vraiment ce truc de spontanément, je veux dire non, je vais pas le faire, non, j'ai un peu peur non, j'y vais. Vraiment pour moi c'est ça, sortir de sa zone de confort. Et en fait l'expérience dans le sens où j'ai rencontré des gens et j'ai fait des choses que si je n'avais pas fait ça, j'aurais c'est vraiment fou en fait. Ça t'a ouvert une porte, quoi. Ouais, ça m'a ouvert une porte, mais ça demande du courage, parce que forcément, de prime abord, on va se dire vraiment non, je vais pas le faire, j'ai trop peur. Enfin, ça non. Et puis au final, j'ai vraiment expérience de fou à l'idée de rencontrer des gens que vraiment je n'aurais jamais rencontrés, quel que soit le métier, quel que soit le domaine. J'ai rencontré plein de gens super intéressants et ça m'a beaucoup enrichi. Je pense que je suis pas le même début 2024 et début 2025. Vraiment, je pense que je suis pas du tout la même personne en fait. Et j'adore ça et j'en redemande en fait. C'est excitant et stimulant. On a envie de encore rencontrer des gens, découvrir de nouveaux métiers, découvrir de nouvelles passions. Enfin, il y a tout ce truc là qui est super intéressant. Et en plus, Monaco, il y a vraiment cette particularité où on va avoir des choses vraiment assez dingues qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ailleurs, quoi. C'est ça qu'on peut te souhaiter pour la suite. Oui, oui, avec grand plaisir. Moi, j'ai envie de continuer ça pour 2025, continuer à le développer, continuer de rencontrer des gens et essayer de voir jusqu'où ça mène. Voilà. Et puis, si ça devait s'arrêter du jour au lendemain, j'ai déjà gagné, en fait. J'ai gagné l'expérience, j'ai gagné des rencontres, j'ai été enrichi, en fait. Et voilà, et c'est trop bien. Mais si ça continue, c'est encore mieux, évidemment. Eh bien, écoute, on croise les doigts. À bientôt, alors. Merci, à bientôt.